Pierre Perret nous a fait rire pendant ce confinement avec cette nouvelle chanson. Il faut bien éclairer un petit peu parce que c'est tellement triste ce qui nous arrive là que les gens sont ravis. C'est pour ça qu'il faudrait les encourager à revenir au spectacle, ouvrir les salles et faire vivre quand même avec les précautions d'usage, mais essayer de refaire vivre un peu le spectacle, le théâtre, le cinéma, la chanson, les concerts, etc. Vous pensez que le gouvernement ne joue pas son rôle de ce côté-là pour le moment ? Ben, je trouve qu'ils sont un peu à la bourre là, parce qu'ils se prononcent sur beaucoup de choses, certes utiles, ils se préoccupent du travail, etc. Mais le travail, il est aussi sur les plateaux. Il y a des machinaux, il y a des gens qui s'occupent du son, il y a des musiciens, il y a des tas de gens qui n'ont rien si le spectacle s'arrête aussi. Il faut penser aussi à cela. Et comment est-ce que vous expliquez justement que des émissions comme ça, des formats puissent continuer à fonctionner aux États-Unis et pas en France ? Alors pourquoi est-ce que ça continue à fonctionner ? Parce que ce sont des mécaniques extrêmement fortes. Pourquoi ça s'est arrêté en France de mon temps ? Parce qu'on a enchaîné, il y a eu Max Meignier, il y a eu Patrick Roy, il y a eu moi, Eric Galliano en intérim également. Pourquoi ça s'est arrêté en 2001 ? Pour une raison très simple, c'est parce qu'en 2001, ce qui ne s'est pas produit aux États-Unis, on joue avec des dollars. En France, on joue avec des francs. Et en 2001-2002, arrive l'euro. Et toute cette petite... Je ne sais pas si vous en souvenez, mais vous étiez peut-être encore un peu jeune à 2001-2002, mais on avait du mal à intégrer cette notion d'euro. Ouais. On raisonnait en francs. Donc, on faisait le calcul à chaque fois. Donc c'était très difficile de faire un jeu qui était axé sur les prix en parlant de l'euro. Donc le jeu s'est arrêté naturellement à cause, je serais tenté de dire, de l'arrivée de l'euro. Puis parce que ça faisait une quinzaine d'années qu'il était quotidiennement, 365 jours de l'année, y compris le 1er mai, le 1er janvier. Enfin, il n'y a pas de jour férié, c'était tous les jours. On adore tous René. Et on l'aimait bien, même quand il est parti, quand l'émission s'est terminée. Je lui ai dit bisous René, à demain. Parce que pour moi, il n'y avait aucun souci. Donc vous ne comprenez pas le fait qu'il ait l'impression qu'on se soit moqué de lui. 3 jours avant l'accrochage, je l'invitais chez moi pour regarder le match de l'équipe de France. Je lui dis, viens chez moi. Il me dit, qu'est-ce que j'apporte ? Je lui dis, viens les mains dans les poches. René, t'es mon invité. Je vais vous faire un cadeau il y a 15 jours, parce qu'il est fan de Moyen-Âge. Je fais un vide-grenier dans la rue, je tombe sur un seau à glaçons en forme de casque de chevalier. Je l'achète et je lui offre comme ça. Donc, on aimait tous René Malville. Et donc, on n'a pas vu venir, du coup, le fait que ça monte, et qu'il pense qu'on se fout de sa gueule. Mais le seul problème, c'est qu'on passe le temps à se foutre de notre gueule les uns les autres. Vous pensez qu'il s'est monté la tête ? Je pense que l'âge fait que 73 ans, je respecte complètement, mais 73 ans, on prend peut-être les choses plus à cœur qu'à 40 ans ou à 50 ans ou même à 60. Ça devient plus difficile. C'est les petits-enfants qui disent « Papy, ils n'arrêtent pas de te charrier, etc. Ouais. » Et du coup, ça lui monte à la tête. Mais c'était pas le patron sur le plateau du tout. Et on est tous droits dans nos bottes et on est tous sincères et on aime tous les Marseillais. Donc il s'est fait un film. Voilà. Alors j'en profite pour dire qu'on adore Marseille, on adore René. Et si Castaldi s'était barré à chaque fois qu'on le traitait de pétomane ou d'infidèle, etc., il n'y aurait plus qu'un chroniqueur sur le plateau à ce moment-là. Et on espère vraiment que ce sera provisoire. Je vous rassure. Attention. Est-ce que vous avez peur d'arrêter, de ne plus pouvoir écrire, de ne plus pouvoir chanter, Pierre Perret ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse ? Alors écrire, ne plus pouvoir écrire, ça serait sûrement le plus douloureux. Je m'attends à ne plus chanter un jour ou l'autre, ça va arriver forcément. Bon, je ne veux pas chanter jusqu'à 100 ans. Je ne veux pas faire comme Aznavour, qui lui était vraiment acharné, il voulait chanter encore son concert à 100 ans. Moi, c'est pas mon cas, c'est pas... Mais l'écriture me manquerait si un jour j'ai le citron qui fonctionne plus, quoi, voilà. Une personne qui va tenir une place importante dans votre vie et avec qui vous allez partager de nombreux projets professionnels à la télé et à la radio, on le disait. On va pas tourner autour du pot, je vais vous poser la question tout de suite, Pascal. Quel est le problème aujourd'hui entre Laurent Fontaine et vous ? Alors, il n'y a pas de problème. On s'est encore eu au téléphone hier et on doit s'appeler tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de problème. On a eu certains différends ces derniers temps. Vous savez, on est amis, vous le disiez, depuis 1983. Ouais. Je pense que vous n'étiez même pas né. Donc, ça a été une amitié avant tout. Et on a construit notre partenariat et toute notre carrière sur cette amitié. Après, on peut avoir dans la vie, et même avec des amis
30 ans, de 40 ans, des différences. Ça a été le cas il y a quelques temps. On n'était pas d'accord, on s'est un peu engueulé. Puis il y a eu une brouille. Il y a eu une brouille. La vie aussi fait que lui, moi je vis beaucoup dans le sud-ouest, lui il est à Paris et puis un petit peu au Maroc aussi pour sa vie familiale. Donc on s'est moins vu, mais on se revoit beaucoup. Je ne sais pas si vous savez que sur Facebook en ce moment sont rediffusées plein de séquences de Il y a que la vérité qui compte, qui font des millions et des millions de vues. C'est assez incroyable, c'est assez extraordinaire. Et notre amitié est toujours là, même si on se voit moins et aussi on partage moins de choses au quotidien, bien évidemment. C'était des idées divergentes sur le plan politique ? Entre autres. Il était sur notre plateau, sur ses engagements, mais aussi sur nos choix de vie respectifs, en disant qu'on a pris des chemins un peu divergents. Après toutes ces années où, vous savez, on a tout partagé, les choses les plus difficiles à partager, c'est-à-dire le pouvoir, on dirigeait ensemble une société pendant plus de 20 ans, l'argent et la notoriété. Personne ne savait qui était Laurent, qui était Pascal. On m'appelait Pascal Fontaine, on l'appelait Laurent Bataille, et réciproquement. Et moi encore, quand je me balade dans la rue aujourd'hui, plus de 10 ans, 13 ans après Il y a que la vérité qui compte, j'entends dire, regarde, c'est Bataille et Fontaine. Je suis tout seul, mais bon, on a été comme un couple de perruches. Et ça n'a jamais été un problème. Mais jamais de la vie, on a tout partagé dans la plus grande harmonie. On s'engueulait comme un couple, mais parce que ça bouillonnait, parce que ça fusionnait, parce qu'on était encore une fois ensemble pour créer tout ça. Mais il n'y a jamais eu la moindre anicroche sur ces sujets-là. Bon, et alors le plus mauvais en 18 ans non, mais oh là là est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter sur les mauvais souvenirs? Non. Peut-être une fois dans une loge où j'étais là enfermée à attendre de pouvoir voir mes parents que je pouvais pas voir pendant l'émission Starac et j'avais qu'une envie, c'était de dormir et puis en fait j'avais les habits qui étaient coincés dans mes bottes et je pouvais même pas me déshabiller pour m'allonger, pour me reposer, et je savais qu'il y avait mes parents de l'autre côté de la porte, je pouvais pas les voir. Je ne pouvais pas dormir. Pourquoi vous ne pouviez pas les voir? Parce qu'il y avait une surprise qui était prévue le lendemain sur le plateau de la Starac, et donc je n'avais pas le droit de voir mes parents avant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mal vécu, c'est le fait de ne pas pouvoir voir ses proches, de ne pas pouvoir avoir accès à mes proches pendant l'émission. Et effectivement, je me rappelle avoir été extrêmement frustrée, avoir eu envie de tout casser parce que voilà, je savais que mes proches étaient là, j'avais besoin d'eux et je pouvais pas les voir. Et après, du coup, je me suis dit je vais me reposer. Et je pouvais même pas me reposer parce que je pouvais même pas me déshabiller. Tous mes habits de scène et de lumière étaient complètement pris dans mes bottes qui étaient des. C'était pendant un prime Non, c'était pendant un événement, un concert. Bon, bref. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un mauvais souvenir. C'est pas un bon souvenir. Ça, c'est un mauvais souvenir. Vous avez eu une certaine amertume envers les gens de TF1 à une époque, notamment au moment de la ferme célébrité où on vous avait promis une émission. Oui, il y a ce petit passage. Bon, en même temps, si je l'avais pas fait, peut-être que j'aurais jamais fait j'aurais sûrement fait quand même du théâtre, mais je l'aurais fait peut-être différemment, puisque c'est dans cette émission que je me suis vraiment lié d'amitié avec Nathalie Marquet, même si j'étais déjà ami avec Jean-Pierre bien avant, parce que j'étais, comme l'on dit, sa locomotive à Jean-Pierre au 13h. Non, j'ai jamais eu véritablement d'amertume, mais quand même le sentiment d'avoir été un petit peu trompé à 2 reprises. Alors vous allez me dire une fois, à la deuxième fois, c'est que t'es naïf. Et c'est vrai que j'ai peut-être eu un peu de naïveté, mais la première fois, parce que j'étais persuadé, vu les discussions que nous avions eues, que j'allais effectivement prendre une autre émission, malgré l'arrêt programmé prévu à cause de l'arrivée de l'euro du juste prix. Bon, ça ne s'est pas fait. Ensuite, on m'a dit, il faut absolument qu'on te revoie à l'antenne, parce qu'on m'a pas proposé que la ferme. J'ai eu droit à toutes les émissions. Je les ai toutes refusées les unes après les autres. Et puis là, on a insisté. Pour tout vous dire, quand j'ai accepté, en réalité, je devais aller présenter Interville avec le producteur d'Interville dans tous les dom-toms. Donc c'était un truc assez sympa à faire. Je ne l'ai pas fait, ce qui a refroidi nos relations avec lui, mais j'y étais pour rien. J'ai participé à cette émission, je devais en présenter une autre à la sortie, ça ne s'est pas fait non plus. Donc il y a eu tromperie 2 fois. C'est un petit peu ça me laisse toujours un petit mais en même temps c'est aussi de ma faute. J'avais qu'à signer un contrat, j'avais qu'à bétonner, je l'ai pas fait, voilà. Bon. C'est un métier où il ne faut pas forcément croire en la parole des gens. Même quand ils vous regardent là comme ça droit dans les yeux. Vous racontez que vous n'aviez pas porté plainte, que votre mère n'avait pas porté plainte
à l'époque? À 5 ans, moi, je ne peux pas avoir conscience de ça. J'ai parlé Oui. à 6 ans, 5-6 ans. Vous en aviez parlé à votre mère, elle est Ouais. restée silencieuse? Elle nous a retirés de cette nourrice. Elle a certainement réglé ses comptes avec cette nourrice. Mais après, derrière, oui, elle n'a pas porté plainte. Et puis moi, après, des années plus tard, pas forcément pour me soigner moi, mais plus j'avais comme une culpabilité où je me dis c'est un peu ne pas protéger d'autres personnes que de ne pas les protéger de cette personne-là, vous voyez. Et puis j'avais commencé un petit peu à entreprendre des démarches que j'ai fait une licence de droit, moi, donc j'ai des anciens amis étudiants qui sont maintenant avocats, et il y en a un, donc c'est un de mes meilleurs amis, et il m'a dit, voilà, raconte-moi l'histoire. Il m'a dit, tu vois, ce que tu viens de dire là, tu vas devoir le raconter 1 fois, 2 fois, 3 fois devant telle personne, etc. Il m'a dit, je te sens pas encore assez armée pour ça, et ça, j'avais 28 ans, je crois. Donc il s'est écoulé encore quelques années derrière, et par écrit, finalement, c'était plus simple, mais il n'y a toujours pas de plainte. Après, pour le moment, la plainte n'a pas été déposée parce que encore. Justement, en fait, c'est le fils de cette nourrice, voilà, juste pour qu'on explique. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, c'est le fils de cette nourrice qui vous a effectivement agressé lorsque vous étiez toute jeune, lorsque vous aviez 5 ans. Vous en voulez aujourd'hui à votre mère, par exemple, de ne pas avoir entrepris les démarches à l'époque? On n'est plus fâchés. Enfin, on n'est pas. Ce livre, moi, ça m'a permis de libérer aussi ça, ce qui était un peu les rancœurs, etc. Elle a eu du mal au début à le lire. La première partie, parce que je ne suis pas tendre avec elle. Et puis finalement, je crois que ça nous a fait du bien à toutes les deux. Vous en avez fait des choses à TF1. Vous avez notamment présenté les journaux de 13h et de 20h. Oui. Il y a eu 7 à 8, évidemment, le magazine 7 à 8 avec Laurence Ferrari, magazine que vous avez créé et dirigé. Oui. Un magazine qui a duré d'ailleurs dans le temps. Il vous arrive de le regarder aujourd'hui? Ça m'arrive, bien sûr. C'est toujours produit par mes amis d'Éléphant et compagnie, par Emmanuel Chin et Thierry Bizot. Harry Roselmack à la présentation, c'est nickel. Et je retrouve la patte de 7 à 8. Ce qui était passionnant à faire, d'abord, il faut savoir que quand on crée 7 à 8, c'est un peu la dernière chance de l'actualité ou de l'information à cette heure-là sur TF1. Parce qu'il y a eu plusieurs années d'émissions politiques qui, malheureusement, c'était une période où la politique marchait moins bien. Donc, la direction de TF1 se posait la question d'arrêter et de mettre du divertissement à 19h tous les jours. Et donc, c'était vraiment la dernière chance de l'info. Et puis ensuite, on s'est dit, il faut créer un magazine qui soit très varié dans les thèmes et dans les reportages qui sont proposés. Et donc, on pouvait à la fois être en Afghanistan, aller suivre des talibans, et puis avoir un fait divers français et un sujet people. C'était vraiment cette variété-là qu'on avait en tête quand on l'a créé. Et la chance et un peu le talent des équipes qui fabriquaient évidemment 7 à 8, ça a été que l'émission très vite s'est installée. Alors la dernière fois que vous avez fait une apparition ensemble à la télé, la dernière fois c'était il y a 2 ans, c'était sur le plateau de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Ouais. Et à l'époque vous avez dit que vous étiez en train de travailler sur une nouvelle version du Hit Machine. Alors ça c'est vrai. Et que vous cherchiez un diffuseur. Ça c'est vrai. Ça en est où? Est-ce que c'est toujours c'est abandonné ou vous cherchez toujours? Non mais je crois que les diffuseurs aujourd'hui ils ont d'autres préoccupations. Voilà. Ouais. Vraiment. Et je peux les comprendre d'ailleurs parce que c'est chaud. Hein. Mais vous avez essayé vraiment de le proposer? Oui, on a parlé à 2-3 personnes et, qui nous ont dit « Ah, c'est génial, je te rappelle. » D'accord. Non, mais... Voilà. L'idée, c'était de produire et de présenter ou uniquement de produire? Non, de présenter aussi. Présenter aussi. Bah, dites donc. Non, mais je pose la question. Très attention, vous avez raison. Hein. Ouais, Bon, et alors, il est incisif. Hein. Bon, et proposer on l'appelle langue depuis. Un prime, je vous remercie, et proposer un prime ou une série de primes exceptionnels à M6 pour les 25 ans, par exemple, ça pourrait se faire, ça. L'année prochaine, 25 ans du machine, un prime ou une série de primes. Ça s'est fait dernièrement pour le Morning Live. Alors, moi, je suis pas très fan. Non, d'aller chercher les. Ouais, du côté, souvenez-vous, que sont-ils devenus? Non, soit on fait une émission moderne. Que sont-ils devenus? C'est un titre d'émission qui passe chez nous. Mais j'aime beaucoup. Avec Jacques Sanchez. Non mais voilà, soit on fait une émission moderne... moderne avec lui, c'est pas possible. 3.0, qui pourrait s'appeler... 4 à 2. Voilà, récré à 2. Mais le côté, on revival, machin... revival. On a retrouvé tel chanteur... Alors c'était quoi votre idée
lorsque vous avez pensé effectivement à une nouvelle émission musicale 3.0. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais... ce qui est un peu gênant, je trouve, à la télévision d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes. Ne sois pas aigri, je t'en supplie. Mais il y a très peu de promotion finalement. Enfin, tu as parlé de notre mariage? Non, pas encore. Non, d'accord. On a jusqu'à samedi. Et on n'a rien touché des rondes de Johnny, nous. Rien touché des rondes de Johnny. Il n'y avait rien. Pas une ligne à la télévision aujourd'hui, selon moi, c'est de la performance. C'est-à-dire un artiste qui vient, qui chante sa chanson comme il le faisait au Hit Machine.